Bonjour, bienvenue au colloque Armes mutilantes, armes policières mutilantes, analyse et combat. Désolé pour le petit retard au démarrage. Donc, je me présente, Bruno Alonso de la campagne Stop Armes Mutilantes. Et nous allons avoir une journée assez riche aujourd'hui que je vais introduire rapidement avant de passer à la première session. Donc, il y aura des présentations et un débat à la fin entre 10h et 20h. Cette journée se passe à la Carmagnole, donc un espace coopératif à Montpellier. Et c'est également diffusé sur Internet via différents réseaux. Donc, quelques mots sur l'organisation de ce colloque. Il y a eu de nombreuses organisations qui ont co-organisé ce colloque, donc notamment des ONG et des associations des droits de l'homme et de solidarité comme ACAT France, la CIMAD, LDH, des collectifs comme l'Assemblée des blessés, des armes en lait, mutilés pour l'exemple, l'Observatoire des stricts médics et notre campagne Stop Armes Mutilantes. Par ailleurs, des syndicats comme le syndicat des avocats de France, l'Union syndicale solidaire. Et en plus, il y a eu aussi des soutiens importants pour l'organisation de cette journée de la part d'Amnesty International, Alternativa ANV COP21, Arrêt du nucléaire 34, MDPL, les syndicats SNTRS CGT 34, CNT Éducation 34, Sud-CT au niveau national et au niveau de l'Occitanie, Sud Santé Sociaux 34, Sud Recherche PST, Sud Éducation 34, et aussi des organisations politiques comme le NPA 34 et Ensemble 34 qui appuient cette journée. Au cours de cette journée, nous allons avoir plusieurs interventions et présentations. Donc, je vais citer les personnes rapidement. Il y aura ensuite des présentations pour chacune des sessions. Donc, il va y avoir des personnes qui vont intervenir au cours de la journée. Vont être Yann B, Pierre Duyard-Lefebvre, Paul Rocher, Mélanie Louis, Thierry Tintoni-Merklen, Christian Tedjani, Mélanie, Laurent Inès, Red, Laurent Théron, Séraphine, Chloé Chalot, Aria Limi, Christian Tijani à nouveau, Issam El Khalfaoui, et ensuite, dans la partie débat, Émilie Schmitt, Eric Mirguet, Anne-Sophie Saint-Père et d'autres personnes des différents collectifs. Donc, on a une journée qui va être assez riche. Je voudrais remercier toutes les personnes qui vont intervenir, qui vont présenter des choses, toutes les organisations et collectifs donc, qui sont en train de soutenir et d'organiser cette journée. Également la Carmagnole, qui nous a vraiment bien accueillis et qui a mis à disposition toute sa technique pour pouvoir faire la retransmission en direct et pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions le colloque. Et également David Dufresne, qui n'a pas pu se joindre à la journée, mais qui est en train de diffuser également ce colloque sur Internet. Donc, quelques mots sur les objectifs de ce colloque. Donc, l'idée, c'est de sensibiliser aux violences policières et à l'usage des armes policières mutilantes, avec des analyses de spécialistes et des exemples de combats individuels et collectifs. C'est en ce sens qu'il est ouvert au public, en vue de sensibiliser justement le public largement à Montpellier et ailleurs. Un autre objectif, c'est également d'échanger, de réfléchir sur ces questions collectivement avec la salle, en débattant de la situation et des perspectives de lutte qu'on peut avoir. Et enfin, produire de la documentation, notamment ces interventions qui sont filmées et qui seront après disponibles sur le site du colloque. Au niveau des thématiques qu'on va aborder, donc on a cherché à les ranger par ordre thématique. Donc, il y aura d'abord une présentation du système d'emploi des armes ce matin. On parlera ensuite des conséquences de l'emploi des armes, tant au niveau des libertés qu'au niveau des blessures et des préjudices. Il sera question, après, dans l'après-midi, des questions juridiques et financières. Et enfin, en fin de journée, vers 18h, sur les stratégies collectives en réponse à l'emploi de ces armes. Donc, la façon dont ça va se dérouler, ça va être, avant le débat de ce soir, ça va être des enchaînements de 3-4 interventions qui vont faire 15 minutes chacune à peu près, maximum. Et ensuite, il y aura un débat avec la salle et vous pourrez poser des questions aux différents intervenantes et intervenants. Pour des questions pratiques, donc il y avait un accueil tout à l'heure. À midi, il y aura une pause, donc 1h30 en principe. On détaillera ça tout à l'heure. Et le soir, il y a un repas auquel vous pouvez aussi participer avec un moment convivial. Voilà, donc on va démarrer sur la première session, donc sur la présentation du système d'emploi des armes. Donc vous pouvez voir les 3 personnes qui sont également à la tribune. Donc en partant de ma gauche, donc Yann B, du collectif des armes en lait, qui est auteur notamment du documentaire « À nos corps défendants » en 2019-2020, et qui va faire une présentation des armes et des discours de légitimation de l'emploi de la force.
Ensuite, juste à côté de lui, Pierre Douillard-Lefebvre, qui a été mutilé en 2017 à 16 ans, qui est membre de l'Assemblée des blessés et auteur de 2 livres, L'arme à l'œil en 2016 et Nous sommes en guerre en 2021. Et lui nous fera une présentation sur la militarisation des forces de l'ordre. Et enfin, Paul Rocher, qui est économiste et politologue, auteur de Gazé, mutilé, soumettre en 2020 et d'un nouvel ouvrage, je pense, à venir bientôt, et qui lui nous présentera la politique de l'arme non létale. Donc, pour ne pas prendre plus de temps, je vais leur laisser la parole. Et tout d'abord, Yann. Merci pour votre invitation. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais intervenir dans un premier temps sur un petit peu l'idéologie qui a amené l'instauration des armes sublétales et l'usage des armes en général. Du coup, je vais faire un tout petit récap historique qui remonte à 71. Du coup, prenez des notes parce qu'il y a des concepts. Alors, je remonte à 71 parce que, en fait, on peut remonter à l'instauration des gardes mobiles, on peut remonter au 19e siècle avec l'instauration de la police et des officiers de police. On peut toujours remonter plus loin, on peut remonter au 17e siècle si on veut. Mais là, ce qui m'intéresse dans cette présentation, c'est plutôt les 30-40 dernières années et ce qui a amené à l'instauration de ces armes-là. Du coup, ça commence pour moi, on va dire en 71, avec notamment l'instauration du concept d'anticriminalité, donc qui a été apporté par le premier préfet de la Seine-Saint-Denis, qui était Pierre Bolotte, qui était préfet en Guadeloupe juste avant, où il a fait ouvrir le feu sur des grévistes guadeloupéens. Donc il y a eu 87 morts, si je me trompe pas. Et juste après, il a été nommé premier préfet de la Seine-Saint-Denis. Et c'est là qu'il a développé le concept d'anticriminalité, qu'il a mis en place la première BAC. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'en fait, ce concept d'anticriminalité, il accompagne une logique d'utilisation de la force, que je vais décrire juste après. Après, on peut passer à 1986, où il y a eu un petit infléchissement dans la doctrine du maintien de l'ordre, après la mort de Malik Oussekine. Donc, Malik Oussekine, c'est un étudiant qui est tué par des agents à moto, alors qu'il rentre chez lui, en marge d'une manifestation contre la loi de Vaquet. Et en fait, la mort de Malik Oussekine va entraîner un infléchissement dans la doctrine, puisque en fait, depuis mai 68, avaient été instaurés ces pelotons à moto qui vont être abolis à ce moment-là, après un rapport du Sénat sur la mort de Malik Oussekine qui est assez à charge pour la police et qui va en fait amener à renoncer à l'utilisation de moyens mobiles pour maintenir l'ordre. Donc en fait, ce rapport du Sénat, il a préconisé d'éviter le contact physique, puisque le contact physique amenait un plus grand risque, à la fois pour les policiers, mais aussi pour les personnes manifestantes ou pas manifestantes dans ce cas précis. Et aussi, le rapport du Sénat préconise de trouver des moyens de mieux protéger le personnel. Donc déjà, on est dans une logique qui vise à protéger les forces de l'ordre plutôt que la population. Et donc, on revient à la doctrine du maintien à la distance qui avait été un petit peu abandonnée, pas totalement abandonnée, mais qui avait été un peu assouplie depuis mai 68. Après, il faut attendre Charles Pasqua, et notamment en 86, déjà, il intervient puisque à ce moment-là, si vous vous souvenez, il y a eu les attentats du Hezbollah à Paris, il y a eu aussi l'arrestation d'Action Directe, donc il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées contre des groupes dits terroristes, qu'ils soient d'extrême gauche ou religieux. Et donc, c'est là qu'il sort cette fameuse phrase « Nous allons terroriser les terroristes ». Et en fait, cette logique-là de terroriser les terroristes, elle va accompagner aussi, et Pierre va en reparler après sur la militarisation des forces de l'ordre, va accompagner aussi l'instauration de ces armes-là la décennie qui suit. On arrive en 94, du coup, c'est la période qui nous intéresse plus directement sur l'instauration des armes sublétales, avec notamment le mouvement contre le CIP, le contrat d'insertion professionnelle, je crois. Et dans la foulée, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a eu une attaque dans Paris par un couple d'anarchistes, Florence Ray et Audrey Maupin, qui a fait 5 morts, dont 3 policiers. À ce moment-là, Pasqua, on est vraiment dans une montée de tension à partir des années 90, où Pasqua, après avoir dit qu'il allait terroriser les terroristes, il a aussi dit que la démocratie s'arrêtait là où commence la raison d'État. Et à ce moment-là, il va préconiser le rétablissement de la peine de mort pour les personnes auteurs pour les personnes qui tuent des flics, puisque Florence Ray a été qualifiée de tueuse de flics.
Et en 95, en fait, cette montée en tension va aussi amener une réforme générale de la police, notamment avec la généralisation des brigades anticriminalité et l'instauration du flashball pour la BAC et pour le GIPN et le RAID. Pierre Richet, qui est le créateur du flashball, parle d'une arme qui tape fort sans blesser. C'est une logique qui va être reprise par le fabricant de l'arme, Vernet-Caron, 30 ans plus tard, puisqu'au Millipol de 2018, si je ne me trompe pas, il présente une nouvelle balle de flashball, qui est cette balle-là, que je vais décrire après. Il la présente comme une balle qui tape fort sans laisser de traces. Et donc, en fait, en 95, ce qui est en train de se passer, avec cette idée qu'il faut protéger les policiers, depuis 86, cette logique-là, on commence à repenser le maintien de l'ordre, on commence à abandonner un peu les idées, les grands principes du maintien de l'ordre pour parler plutôt de légitime défense, pour introduire ce concept de légitime défense dans le maintien de l'ordre et dans l'ordre public, parce qu'on est toujours à cheval entre le maintien de l'ordre et l'ordre public. En 2002, Nicolas Sarkozy dit donc, il dit, nous allons donner aux polices de proximité un moyen de se défendre. Parce que lui vient de découvrir le flashball 10 ans après son instauration, 8 ans après son instauration. Il est sous le charme de cette arme et il veut la généraliser. Et c'est ce qu'il fait à partir de 2002 d'ailleurs, puisqu'il distribue la nouvelle version du flashball à l'ensemble des forces de l'ordre, en tout cas des brigades anticriminalité. Il répond ainsi à une déclaration qui lui a été faite par un policier de Villeneuve-la-Garenne qui dit « Lorsqu'on sort ça, ils partent en courant ». Et il va le reprendre en disant « Quand les policiers en sont équipés, les voyous ne viennent pas les chercher ». Et donc là, il y a cette idée de dissuasion qui arrive, que le flashball serait une arme de dissuasion et qu'elle aurait une puissance d'arrêt, contrairement à une arme létale. Les armes létales n'ont pas de puissance d'arrêt, contrairement à ce qu'on croit. Il n'y a pas de stopping power, c'est-à-dire quand on tire sur quelqu'un, ça n'arrête pas forcément la personne. Et ces armes-là, parce qu'elles sont plus larges, sont considérées comme des armes qui peuvent arrêter net la personne qui est en face d'eux. Mais le concept principal pour eux, c'est la dissuasion. Et donc, en fait, la dissuasion, elle va amener quelque chose d'intéressant dans l'infléchissement de la doctrine du maintien de l'ordre. Avant, on était dans le maintien à distance, dans le cadre du maintien de l'ordre. Et là, on va plus vers ce qui va être appelé la neutralisation. C'est un terme qui est beaucoup utilisé par les policiers. Il faut neutraliser. Et l'arme sublétale est une arme judiciaire. C'est une arme à portée judiciaire. C'est une arme de police judiciaire, pardon. C'est pas une arme de police administrative, comme le gaz lacrymogène. C'est une arme de police judiciaire qui va être amenée dans le maintien de l'ordre et qui va en fait qui va amener un compromis entre le maintien à distance et la neutralisation des individus. Et donc la dissuasion, elle a amené un petit peu une fusion des deux concepts. Et donc on balance toujours, et ça c'est l'histoire du maintien de l'ordre, on balance toujours entre deux conceptions du maintien de l'ordre en réalité. Et il y a une remise en question progressive de la doctrine du maintien de l'ordre qui dit 1. Maintien à distance, 2. Riposte graduée. La riposte graduée, c'est cette idée qu'à telle menace correspond telle arme. Là, je fais un saut dans le temps. On arrive en 2014 avec la mort de Rémi Fraisse. Et après la mort de Rémi Fraisse, comme après la mort de Malik Oussekine, il y a un rapport qui est rendu, pas par le Sénat cette fois-ci, mais par l'IGGN, l'Inspection Générale de la Gendarmerie, et par l'Inspection Générale de la Police, qui font en fait un rapport combiné, puisque ce soir-là sont intervenus à la fois des CRS et des gendarmes. Et la question, c'est faut-il supprimer les grenades offensives, les grenades à effet de souffle? Je vais décrire toutes ces armes après, hein, c'est vraiment pour vous faire comprendre la logique avant. Et la question, c'est supprimer les grenades à effet de souffle. Il y a deux grenades à effet de souffle qui sont utilisées à cette époque-là. C'est la grenade offensive au FF1 et la grenade lacrymogène à effet instantané, qui est la GLI F4, dont on a beaucoup entendu parler pendant le mouvement des Gilets jaunes, qui, en fait, on va se demander, parce qu'elles sont, en fait, la question, c'est qu'on ne sait pas, en réalité, ce qui a tué Rémi Fraisse à ce moment-là. On n'est pas sûr si c'est la GLI F4 ou l'OF, même si on va incriminer l'OF parce que c'est plus confortable, parce que ça va permettre de supprimer une arme en conservant un moyen de force intermédiaire, un autre. On n'a toujours pas vraiment de certitude qu'il s'agit d'une OF. Même si la force d'explosion laisse quand même supposer que c'est une OF, parce qu'elle contient plus de TNT. Et donc là, en fait, ce dont il est question quand on se pose la question de l'utilité d'une ou de l'autre grenade, c'est que pour l'IGN et l'IGPN, le problème, c'est qu'en supprimant l'une ou l'autre de ces grenades, voire les deux, ça entraînerait une rupture dans la gradation des moyens et dans le maintien à distance. Donc une rupture par rapport à la doctrine du maintien de l'ordre. La gendarmerie est très attachée à cette vieille doctrine du maintien de l'ordre, tandis que la police, elle est prête à y revenir beaucoup plus rapidement.
Et donc, en fait, au final, ce rapport, il va préconiser le maintien des 2 grenades. Il va dire, en fait, que les 2 grenades sont nécessaires et qu'on préconise le maintien. Mais par contre, on préconise plutôt un meilleur encadrement de ces grenades. Et l'une des logiques qui sous-tend cette prise de décision, c'est qu'en fait, il faudrait instaurer une plus grande variété de ce qu'on appelle les moyens, une variété des moyens, on appelle ça des moyens de force intermédiaire, une plus grande, il faudrait instaurer des nouvelles armes, en fait, des nouveaux moyens, pour avoir une meilleure maîtrise de la situation. C'est ça que préconisent l'IGGN et l'IGPN. Et toujours derrière cette logique, il y a une idée qui est la protection des fonctionnaires et des forces de l'ordre, mais aussi la protection d'une position. Il s'agit de sécuriser une position. Vous savez que dans la mort de Rémi Fraisse, il y a toute une question autour de cette base de vie qui est protégée dans la nuit. On ne sait pas trop pourquoi, puisque cette base de vie, il n'y a pas de vie, en fait, il n'y a rien. C'est un terrain vague entouré de grillages. Et donc, en fait, Rémi est mort parce que les gendarmes sont venus pour sécuriser une position qui était soi-disant indispensable. C'est un choix stratégique à ce moment-là. Et donc, la protection d'un site. Et là, on est effectivement dans des questionnements qui traversent la doctrine, les questions de doctrine. Et on est en fait toujours entre ce concept d'anticriminalité dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui implique une neutralisation des individus qui sont auteurs de délits, et on arrive doucement sur la question de la protection du personnel, donc qui est une question qui est plus proche de la légitime défense. Et donc en fait, la légitime défense, elle a doucement fait son chemin pour devenir l'un des grands principes de l'intervention des forces de l'ordre, que ce soit en ordre public ou en maintien de l'ordre. Et ça nous amène en 2019 avec le mouvement des Gilets jaunes, où on va avoir une espèce de déchaînement dans les discours publics sur la légitimation de l'usage de la force pour protéger les policiers. On a Luc Ferry, par exemple, qui est sur Radio Classique, une radio qui est connue pour son implication à gauche. Luc Ferry dit qu'ils se servent de leurs armes en parlant des policiers. Une bonne fois, ça suffit. Ces espèces de nervis, ces salopards d'extrême droite et d'extrême gauche, ou des quartiers, parce que quand même, il ne faut pas les oublier, qui viennent taper des policiers. Première intervention, suivie de Yves Lefebvre de SGP Police sur CNews, aussi connu pour ses implications à gauche, qui dit au moment où Sébastien Maillet a la main arrachée devant l'Assemblée nationale, dit « c'est bien fait pour sa gueule ». Et donc, il y a derrière cette pensée-là, qui est une pensée qui est omniprésente chez les policiers, il y a cette idée qu'ils n'ont pas le choix. C'est l'argument de la nécessité, du mal nécessaire, et que si quelqu'un s'oppose au mal nécessaire, c'est bien fait pour sa gueule. Et donc, à côté de ça, il y a aussi des discours dans la même période d'autres syndicalistes policiers, et on va voir que les syndicalistes policiers ils jouent un rôle majeur dans les modifications du maintien de l'ordre et des logiques de sécurité publique. Il y a aussi le déni de la dangerosité de ces armes qui sont arrivées dans l'espace public depuis 20 ans par ces officiers-là, et notamment, je peux citer Patrice Ribeiro de Synergie Officier, qui compare le LBD à des pistolets à bouchon. Disons, c'est pas très grave finalement. Et David Lebars, commissaire du syndicat des commissaires de police, qui lui prétend que la grenade qui a mutilé Emmanuel Coine, donc là il s'agit d'une grenade lacrymogène, on n'est pas du tout dans les mêmes moyens de force intermédiaire, aurait pu être ramassée sans avoir explosé et lancée par un individu qui ne fait pas partie des forces de l'ordre. Donc on laisse aussi supposer que ces armes-là, lancées à la main, auraient la même puissance ou pourraient potentiellement mutiler de la même manière qu'une arme. Je vous décrirai après la puissance de ces armes, juste après. Donc, il y a tout un truc de déni par rapport à la dangerosité de ces armes qui vient en fait un peu légitimer un discours d'usage de la violence en disant ces armes-là, elles sont moins dangereuses que les armes létales et donc on peut les utiliser de manière beaucoup plus libérée, on va dire. Donc, il y a un plébiscite policier, plus policier que gendarmesque, on va dire, un plébiscite policier pour remplacer la doctrine traditionnelle par des principes encadrant, eux, la légitime défense. Donc, le fameux principe de nécessité, mais aussi le principe de proportionnalité. Donc là, on fait un clin d'œil à la riposte graduée. Il y a toujours cette idée que ces armes seraient proportionnées à la menace. Outre le fait que ce soit fondamentalement faux. Donc, le déni de dangerosité, il vient appuyer cette idée que ces armes sont proportionnel, leur usage est proportionnel à la menace, proportionnel à un jet de cailloux, proportionnel à un cocktail Molotov, alors qu'en réalité, aucun de ces moyens de force n'est proportionnel à des moyens qu'on peut utiliser à la main, y compris des moyens incendiaires comme un cocktail Molotov, y compris des feux d'artifice. Mais dans l'esprit des gens,
ce qui est important d'instaurer dans l'esprit des gens, c'est cette idée que la riposte est proportionnée et nécessaire. Et enfin, il y a eu des moyens, à un moment, il y a eu des moyens juridiques pour essayer de faire interdire les LBD uniquement en manifestation, ce que nous, on regrette. Ça aurait dû être une action juridique pour le faire interdire de manière générale. Mais en tout cas, il y a une action conjointe de la CGT et de la LDH pour faire interdire le LBD au tribunal administratif. Et démarche qui a été recalée par le Conseil d'État, Donc, on maintient l'usage du LBD, ce qui va faire dire à encore un syndicaliste policier, d'Alliance cette fois-ci, Frédéric Lagache, que si le Conseil d'État avait prononcé l'interdiction du LBD, il aurait fallu à nouveau changer la doctrine et revenir au maintien à distance. Donc, ouf, on ne revient pas à la vieille doctrine qui juge poussiéreuse, on reste sur ce truc de on va vers la légitime défense. Donc, il y a un aveu des syndicats policiers en faveur d'une nécessité permanente. En plus, on est en plein état d'urgence, donc il y a ce truc de l'urgence et de la nécessité permanente, et présumé, du coup, d'autorisation de l'ouverture du feu, qui a amené en fait la loi de 2017, dont on va parler cet après-midi dans le cadre de l'atelier sur la légitime défense, qui est l'article L435.1 du Code de sécurité intérieure, qui a été adopté le 28 février 2017 et qui instaure en fait ni plus ni moins la présomption de la légitime défense en encadrant l'usage des armes. Donc là, je vais vous présenter les 4 moyens de force intermédiaire. Ça va être assez court puisque 1 minute. Parfait. Je vais pousser sur 1 minute 50. Alors, je vais juste vous présenter vite fait les 4 moyens de force intermédiaire. Donc, grosso modo, il faut retenir qu'il y a 1, le gaz, 2, l'effet de souffle, 3, les lanceurs de balles de défense et 4, la grenade de désencerclement. Donc, il y a les 2 moyens de gaz et d'effet de souffle qui sont les moyens de maintien de l'ordre classique et les lanceurs de balles de défense et les grenades de désencerclement qui viennent plutôt amener des moyens de police judiciaire dans le maintien de l'ordre. Et donc, ces moyens-là, c'est les 4 que la police a à sa disposition. Est-ce que je te laisse la parole pour la description ? C'est bon, ça marche. Comme on bosse un peu sur les mêmes sujets, on dit, enfin voilà, ça va se recouper et du coup, mon camarade ici présent va peut-être me compléter, je le compléterai, etc. On va travailler ensemble. Du coup, on va continuer. Déjà, merci beaucoup pour l'accueil, merci au collectif Stop Armes Mutilantes et à l'espace La Carmagnole. Donc moi, mon sujet, c'est vraiment la notion de militarisation, c'est-à-dire un processus historique qui est en cours aujourd'hui, en 2022. On est toujours dans un processus de militarisation du maintien de l'ordre et de la police. Alors, je vais repartir de faits très récents, extrêmement brutaux et qui n'ont pas provoqué, à mon avis, l'émoi ni la réaction politique suffisante. Début juin 2022, une passagère à Paris reçoit une balle en pleine tête par un policier à vélo au cœur de Paris un samedi matin. Les syndicats policiers soutiennent. Il se passe pas grand-chose. Quelques semaines plus tôt, c'est pas une, mais 2 personnes qui sont abattues au cœur de Paris le soir de l'élection d'Emmanuel Macron sur le Pont-Neuf. On est en face de la préfecture de police de Paris. C'est un refus d'obtempérer. La voiture aurait démarré quand les policiers se sont approchés. C'est prouvé maintenant qu'il n'y a absolument aucun danger pour les policiers. Là, on a un agent qui sort un fusil d'assaut, une arme de guerre, un fusil qu'on appelle HK-G36. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et qui mitraille le véhicule, donc à l'arme de guerre, au cœur de Paris, 2 morts. Quelques semaines plus tôt, c'était un père de famille à Sevran, refus d'obtempérer également, dans son véhicule de fonction, qui était déclaré volé. En fait, c'était une querelle avec son employeur, une balle dans le dos. Voilà. Et ça, là, je me suis un petit peu penché, mais apparemment, il y a un sujet cet après-midi là-dessus. Là, il n'y a pas une semaine sans des tirs à balles réelles de la police, y compris un policier municipal qui a mis en joue, par exemple, un automobiliste qui était mal garé. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là? C'est ça la question cruciale. Et c'est ça la question de la militarisation. On voit qu'en fait, y compris dans l'équipement, y compris dans l'attitude, y compris dans l'éthos du policier, on a une évolution. Là, aujourd'hui, on a des soldats. On a quelque chose d'autre. Donc, vous voyez, en mai 68, on a des policiers qui avaient bricolé un petit grillage devant leurs yeux, qui étaient en petite tenue. Leur équipement, c'était le bidule. Vous savez, le bidule, c'est l'ancêtre du tonfa. C'était une matraque en bois. Et voilà, et ils faisaient face à des gens barricadés, etc. Donc, cette image-là, c'est juste pour vous dire que tout le discours qu'on entend matin, midi et soir sur les policiers qui seraient sous-équipés, exposés à des nouvelles menaces, etc., c'est totalement mensonger, c'est totalement faux.
Il n'y a jamais eu aussi peu de policiers, par exemple, qui perdent la vie en exercice. Hein, dans les années 60, c'était 4 fois plus. Voilà. Je commence pour casser là-dessus. Là, c'est environ 4 par an en comptant les accidents de la route, etc. Donc, comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé à cette situation où aujourd'hui, même la police des polices s'inquiète que les agents tirent 50 fois plus qu'il y a encore 2 ou 3 ans? Comment il se fait qu'il y ait 4 morts en 4 semaines à Paris, dans une indifférence totale? Eh bien ça, c'est parce qu'il y a un processus de militarisation de la police qui se joue, et là, je vais recouper, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui s'est joué très très rapidement. En fait, en 25 ans, ça s'est installé en France, et ça s'est installé comme une nouvelle normalité, ce qui n'aurait jamais dû l'être. Donc là, le premier moment charnière, effectivement, ça a été dit rapidement, c'est 94-95. 94-95, ce qui se passe, c'est que il y a évidemment la généralisation des bacs, mais au même moment, il y a la création du plan Vigipirate. Alors pour les personnes les moins jeunes, disons, de la salle, vous n'avez pas connu des soldats dans les gares et les aéroports tout le temps. Nous, on est nés avec ça, on a toujours connu ça. Voilà, donc c'est une normalité pour nous. Donc 94-95, il y a le plan Vigipirate, on met l'armée dans les rues au nom de l'antiterrorisme, et on présente ça comme un plan éphémère qui sera évidemment levé dès que la menace sera éloignée, etc. Vigipirate n'a non seulement jamais été levé, mais a été sans cesse rehaussé. C'est-à-dire on a créé des couleurs, Vigipirate rouge, orange, écarlate, hein, on a créé une nouvelle couleur. Et là, maintenant, c'est Sentinelle. Hein, maintenant, il y a des brigades chargées de l'armée, chargées de patrouiller dans l'espace civil. Donc il y a ce moment-là, et ce moment-là de 94-95, c'est lorsque, tu peux peut-être la suivante, on distribue donc ce qui a été évoqué, le premier flashball. Alors le premier flashball, c'est Claude Guéant, à ce moment-là, qui n'est pas une personne connue, c'est la première photo. Claude Guéant, il n'est pas collectionneur de tableaux, ministre de l'Intérieur, il est chef de la police nationale. Donc c'est un poste qu'on ne connaît pas forcément. Et il se dit, donc il y a un tournant de doctrine, effectivement, il se dit on va distribuer une nouvelle arme dite intermédiaire, qui sera le flashball Super Pro, qui va frapper directement un corps. Là, c'est un vrai tournant de doctrine, hein, tu n'as peut-être pas assez insisté là-dessus, mais effectivement, on ne repousse plus un corps collectif, on frappe un corps individuel, on ne tire plus, par exemple, une grenade en l'air, on habitue les policiers à presser sur la détente en direction d'un individu. Ça, c'est très important, ce changement de geste. Et on s'en rend pas compte du tout. Donc la munition de ce flashball Super Pro, hein, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est un gros pistolet avec 2 gros canons qui tire une balle comme ça en caoutchouc de 40 mm, une sorte de grosse balle rebondissante. C'est une arme à feu. Ça fonctionne comme une arme à feu. Et c'est important de revenir là-dessus, c'est une arme qui est ostentatoire. Effectivement, hein, quand Sarkozy dit « quand les policiers en ont, les voyous ne viennent pas les chercher », les flics s'amusent à sortir ça dans les quartiers, éventuellement à tirer. Quand ça tire, ça fait une détonation très importante, ça crache un peu d'étincelles, etc. C'est vraiment là une arme qui veut faire peur, une arme de terreur et qui dit « rentrez chez vous ». Je passe rapidement hein, parce que tu as dit certaines choses. On va franchir un nouveau palier en 2002. Non, en 2002, il y a la généralisation. Non, mais ça c'est 2007. En 2002, il y a la généralisation donc du flashball Super Pro qui était réservé aux banlieues d'abord. Ça aussi, tu t'es passé rapidement. Ce flashball Super Pro, il est réservé aux banlieues. Il y a assez rapidement des blessés graves dans les quartiers. Et j'ai trouvé d'ailleurs un cas aussi dans une rave party, hein, des flics qui avaient attaqué en 99 une rave party à coups de flashball. Mais globalement, c'est une arme qui reste confidentielle. 2002, ce que fait Nicolas Sarkozy quand il arrive au ministère de l'Intérieur, c'est effectivement qu'il généralise le flashball et qui distribue également la grenade de désencerclement, qui est une grenade qui fonctionne comme une grenade militaire hein, à fragmentation, sauf que c'est des plots en caoutchouc dur qui partent dans tous les sens, ainsi qu'une tête de grenade avec du métal comme ceci. Je passe rapidement. S'il y a des questions, de toute façon, on pourra en reparler après. 2007, là, on franchit un vrai palier, et là, tu peux, pour le coup, mettre la suivante. 2007, on franchit un vrai palier puisqu'on distribue Nicolas Sarkozy fait expérimenter le lanceur de balles 40 mm. Alors, on voit pas forcément super bien, mais là, on change complètement d'outil puisque ce n'est plus une arme qui se tient au poing, c'est une arme d'épaule extrêmement précise, extrêmement puissante, dotée d'un viseur EOTech, d'un viseur qui est utilisé par l'armée, hein, notamment l'armée américaine,
et qui est doté d'un canon rayé. Donc là, on passe sur une arme de catégorie A, c'est-à-dire une arme de guerre, littéralement. J'y viens. Et donc, à partir de 2007, il y a une expérimentation qui est d'abord assez secrète de ce LBD, qui est donnée à des policiers volontaires sur le territoire français. C'est testé en banlieue parisienne parce qu'il y a un soulèvement à Villiers-le-Bel en novembre 2007, et malheureusement à Nantes, puisque je me retrouve dans une manifestation lycéenne, et donc on a un policier cagoulé, ce qui était un peu inhabituel à l'époque, qui dégaine ce LBD 40, qui tire, et je reçois cette balle à côté de l'œil. C'est à partir de là qu'il va falloir démêler la pelote et mener une enquête indépendante et comprendre ce qui se passe. En fait, là, ce que je vous présente, c'est le fruit de ce travail-là. Donc, 2007, on commence à distribuer ce LBD qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus précis. Et ce sera le Parti socialiste, ce sera Manuel Valls qui va généraliser le LBD à la place du flashball. Hein, ce sera la gauche. La gauche également, tu peux mettre la photo suivante. La gauche également, en 2016, au moment du mouvement contre la loi travail, va distribuer donc ce qu'on appelle un lanceur multi-coup. Là, c'est un lance-grenade de l'armée américaine. Hein, on appelle le Penn Arms, de 40 mm, qui est adapté pour le maintien de l'ordre. Donc, vous voyez, là, on a une sorte de gros fusil à barillet qui peut tirer 6 munitions en quelques secondes. Donc là, on a encore un palier dans la militarisation. Je ne rentre pas trop dans les détails techniques, mais c'est pour vous montrer un petit peu la gradation très très rapide de l'armement. Et on arrive à l'état d'exception antiterroriste qui est toujours, qui s'est installé maintenant dans le droit commun et qui est même complété par l'état d'urgence sanitaire, avec la distribution de fusils d'assaut HK G36 dont je vous parlais. Maintenant, toutes les voitures de police sont équipées de fusils d'assaut, c'est-à-dire des armes de guerre utilisées dans des conflits militaires. En parallèle, il y a toute une législation qui permet aux policiers de garder leur arme à feu 24 heures sur 24 chez eux, puis qui leur permet, depuis 2021, d'avoir leur arme de service dans l'espace public, en dehors du service. Naturellement, le nombre de cas de tir explose. C'est-à-dire, à Nantes, on a un agent de la BAC qui a été incommodé par des bruits en bas de chez lui, qui est sorti, qui s'est bagarré et qui a tiré sur des gens. À Paris, pendant le confinement, un policier a tiré sur son voisin. Il a même fait un film Snapchat avec, etc., etc. En fait, des cas comme ça. Les féminicides, des policiers qui ont leur arme chez eux et qui soit tuent leur femme, soit tuent leur famille et se suicident. Enfin voilà, on a cette logique de militarisation. Je présente ça très rapidement. Et donc l'aboutissement, c'est 2022, 2021-2022, la crise sanitaire, et là une militarisation de l'espace public dans son ensemble. Alors, je suis passé rapidement sur 25 ans parce que je voudrais aborder la façon dont cette militarisation s'est installée. Et Yann B a parlé du terme neutraliser. Tu disais que c'était un peu un euphémisme. Pour moi, c'est un terme qui est très important parce que neutraliser, c'est un mot qui vient du militarisme. On neutralise un objectif, on neutralise un ennemi, c'est-à-dire qu'on le tue en fait dans une opération militaire. On entend l'armée israélienne dire on a neutralisé des belligérants, etc. Et ça, c'est pas anodin. Le policier qui m'a tiré dessus lors du procès, il a dit j'ai neutralisé la cible. Il parle d'un lycéen, d'une foule de lycéens qu'il avait en face de lui de 14, 15 ans, 16 ans. Il dit j'ai neutralisé la cible. Ça veut dire qu'il y a un travail aussi idéologique, il y a des représentations qui sont importantes. Si ces gens-là pressent sur la détente avec des armes aussi précises et puissantes, c'est parce qu'ils sont en guerre eux-mêmes. Et d'ailleurs, c'est très bien dit par les syndicats policiers, ils sont en guerre. C'est très bien dit par Emmanuel Macron quand il dit « nous sommes en guerre » régulièrement. C'est très bien dit par Éric Zemmour qui se présentait comme le candidat de la police et qui a dit « la police, c'est la première ligne de la guerre de civilisation ». Il le dit littéralement comme ça. Donc il y a cette militarisation du langage. Il faut bien comprendre qu'il y a une militarisation du langage avant d'avoir une militarisation des actes. Et le langage prépare toujours le passage à l'acte matériel. Donc il y a le mot neutraliser. On entend aussi les mortiers, vous savez, pour parler des feux d'artifice tirés en manifestation. Voilà, ce sont des mortiers. Donc un mortier, c'est un canon qui est utilisé en temps de guerre. Il y a aussi souvent une inversion. Le manifestant a tiré un projectile, mais le policier a utilisé une balle de défense. Voilà, il y a constamment cette inversion. On entend donc les mots belligérant, guérilla, enfin voilà, ça c'est le lot quotidien dans les médias. Il y a vraiment une représentation militarisée. Donc, militarisation du langage, militarisation du régime politique en lui-même ces dernières années.
Vous savez que pendant l'état d'urgence sanitaire, c'est un conseil de défense qui a dirigé la France. Hein. C'est pas des élus, aussi détestables soient-ils. C'est un conseil de défense composé de l'état-major de l'armée, de la police, des renseignements et du ministère de la Santé. Voilà, ça a été un aéropage militaro-policier qui a pris des décisions sur notre vie quotidienne toutes les semaines pendant 2 ans. Militarisation du régime par des dispositifs comme le service national universel, hein, qui est un endoctrinement de la jeunesse. Militarisation du régime, alors là, on le voit évidemment depuis le conflit ukrainien. Macron vient de déclarer il faut rentrer en économie de guerre, on va investir 50 milliards dans l'armée, etc. Donc là, on est dans un moment un peu hybride de montée en guerre du capitalisme en crise et donc de militarisation à l'extérieur et à l'intérieur. L'état-major de l'armée française disait qu'il fallait se préparer au conflit de haute intensité, y compris sur le territoire français. Donc voilà un petit peu l'histoire de la militarisation, comment elle s'est installée. Il y a énormément d'autres choses à dire, hein. Effectivement, l'appel à tirer sur les gilets jaunes, puis à tirer dans les quartiers, ça c'est des choses qu'on entend très régulièrement. Moi j'aurais aimé, mais il n'y a pas le temps, mais peut-être qu'on pourra en parler des résistances, parce que faire des tableaux cliniques d'une situation, en fait, c'est pas suffisant. Moi j'ai des pistes, et le livre que vous pourrez retrouver juste devant propose des pistes, parce que ça suffit pas, on les a les constats, la déprime ambiante en fait, mais en fait il y a énormément de positions et d'angles pour faire tomber cet édifice. Et d'ailleurs, on vient de me dire juste avant la conférence là que une école de formation de la police nationale allait s'installer à Montpellier. Voilà, ça c'est une super ZAD en perspective. Voilà, école de guerre pour former donc la direction de la police. Mais il y a plein d'autres choses. Hein. Moi, j'aurais aimé vous parler de l'assemblée des blessés, de comment entre blessés on s'organise. Du cop-watching, etc. Ça sera possible cet après-midi. En fait. Voilà, et de comment on s'en prend aux infrastructures. Voilà, merci. C'était un peu touffu, mais voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à intervenir après. Merci à toi, super. Donc, Paul. Est-ce que tu peux afficher la première? Alors, merci beaucoup pour l'invitation et pour l'organisation de cet événement aujourd'hui qui me semble très important. Donc, on a parlé effectivement de doctrine, de représentation. Je vais prendre un angle un peu différent. Je vais commencer par l'économie, mais je pense que ça va être assez complémentaire. Et un des éléments qu'on a déjà entendu aussi dans les interventions précédentes, c'est un peu cette idée que les armes dites non létales, elles sont moins dangereuses. Donc, c'est d'une manière ou d'une autre une protection pour la population. En tout cas, ça, c'est un des éléments qu'on entend régulièrement dans la bouche des gouvernements. Donc, on peut tout simplement se poser la question, est-ce que l'utilisation d'armes non létales est réellement la conséquence de l'objectif premier de protéger la population, d'assurer un maintien de l'ordre plus humain ou plus éthique. Donc, je vais partir de cette question-là et je fais tout de suite une remarque complémentaire, à savoir que quand on s'intéresse à l'État, grosso modo, il y a pour lui 2 manières d'agir. Donc, c'est soit par le consentement, donc les masses acceptent activement les politiques qui sont mises en œuvre, soit par la force. Donc, même s'ils acceptent pas les politiques mises en œuvre, on leur laisse pas trop le choix. Donc voilà, c'est 2 options et dans la réalité, les 2 se combinent toujours d'une manière ou d'une autre. Quand on regarde la France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a un tableau que j'aime bien utiliser et c'est celui que vous voyez ici. C'est la distribution du revenu national, de la valeur ajoutée selon le travail et le capital. En gros, il y a une part qui revient au travail, donc c'est les salaires, et puis il y a une autre partie qui revient au capital, donc c'est les profits. Et donc on a grosso modo 2 périodes dans le capitalisme d'après-guerre. La première, celle du Fordisme, et la deuxième, celle du néolibéralisme. Alors, si vous regardez d'abord la première période, vous voyez sur le tableau la part des salaires dans la valeur ajoutée.
Et vous voyez que dans les années 50, 60, 70, cette part est relativement élevée, jusqu'à 66% des richesses créées. Et donc, c'est évidemment un ordre social qui est plus propice à générer du consentement. Pendant cette période, les salaires augmentaient régulièrement. D'ailleurs, même pour ceux qui avaient les salaires les plus faibles, il y avait une indexation sur les prix. Ça nous parle aujourd'hui en contexte inflationniste. Il y avait des conventions collectives qui fixaient des droits plus importants pour les travailleurs. Il y avait une augmentation du niveau de vie pour les retraités. Donc, en quelque sorte, la pression du mouvement ouvrier organisé, plus la crainte de la classe dominante de l'URSS à l'extérieur, faisait qu'une part relativement importante de la richesse produite revenait aux travailleurs. Alors, mécaniquement, ce qui revient aux travailleurs est pris en quelque sorte au capital. Et pour le capital, évidemment, cette configuration, elle est difficilement acceptable. Et donc, la classe dominante va contester cet ordre social. Et c'est là qu'on peut passer à la deuxième période qui commence avec la grande chute dans les années 80, où la part des salaires dans la valeur ajoutée passe de 66% à 58%. Donc tout ça, c'est le début de la période néolibérale. Donc, à travers une série de mesures, donc le capital a réussi à prendre quand même une part très très conséquente au travail. Et donc on a une sorte de première chute dans les années 80, et ensuite on a des tentatives de la part du capital pour s'approprier encore plus. C'est une période qui est contestée, donc la courbe elle est un peu oscillante, mais toujours est-il que évidemment cette nouvelle répartition des richesses convient beaucoup moins aux travailleurs puisqu'ils sont tout simplement perdants. Et même après cette première grande chute dans les années 80, le capital, lui, n'est pas satisfait. Il veut s'approprier une part plus importante encore, ce qui va générer évidemment aussi des résistances. Il y a des mouvements sociaux, des grèves. Et ce qui distingue la France par rapport aux pays voisins, c'est qu'effectivement, certes, la chute se poursuit jusqu'aux années 2000, mais ensuite, elle s'inverse légèrement ou elle se stabilise, alors que dans beaucoup de nos pays voisins, la chute se poursuit. Donc, du point de vue des classes dominantes françaises, en réalité, la France n'est pas suffisamment néolibérale parce que, justement, il y a toujours une part qui est défendue bec et ongle par les salariés, alors que le capital estime que c'est à lui cette part aussi. Donc, on a là un premier élément, il me semble, qui peut expliquer pourquoi les gouvernements français sont particulièrement violents vis-à-vis de la population à travers la police, à savoir que il y a toujours une part trop importante de la valeur ajoutée qui va aux salariés du point de vue de la classe dominante. Ce qui permet d'ailleurs, juste une petite parenthèse, de relativiser en quelque sorte la mémoire militante sur les 30 dernières années. Généralement, on considère que c'est une période où on va de défaite en défaite, et il est effectivement vrai qu'il y a eu beaucoup de défaites, mais quand on regarde sur le plan agrégé, le capital ne dirait pas pour autant que c'était pour lui une succession de victoires. Donc c'est assez contesté, ce qui fait que les conflits effectivement sont particulièrement virulents. Donc je disais tout à l'heure que l'État peut agir soit par le consentement, soit par la force. Et au vu de la chute de la part des salariés, évidemment, les salariés sont donc moins enclins à accorder leur consentement à l'ordre social néolibéral. Donc, on a là, il me semble, un élément important qui conduit
à l'introduction ou à la généralisation, plus précisément, des armes non létales à partir des années 90, puisque là, les gouvernements voyaient en quelque sorte une possibilité de fuite en avant technologique, à la fois réprimer efficacement sans blesser pour autant. Ça a été rappelé tout à l'heure pendant la première intervention qu'effectivement, supposément, il s'agirait d'armes qui tapent mais qui ne blessent pas. Et donc, l'arme non létale paraît comme la solution assez adaptée à cette situation où, s'il le faut, il faut agir par la force pour justement permettre au capital d'accéder à une part dans la valeur ajoutée toujours plus importante. Donc on a, il me semble là, le contexte économique, le question de lutte qui en quelque sorte forme le contexte socio-économique de la montée en puissance des armes non létales. Donc on a introduit de nouvelles armes à la fin des années 90, au cours des années 2000, et en même temps on généralise l'équipement chez les différentes unités de policiers, donc de sorte à ce que au début des années 2010, plus ou moins, on a une généralisation des armes non létales. Est-ce que tu peux aller à la slide suivante? Et alors là, c'est un exercice que j'avais fait pour la première fois dans Gazer, Mutiler, Soumettre. Là, c'est un tableau qui est actualisé. L'IGPN nous fournit des données sur le nombre de tirs qu'effectuent les policiers avec les différentes armes non létales. Alors, je précise qu'il s'agit là des données fournies par l'IGPN reposant en grande partie sur les déclarations des policiers. Donc, il est même sûr que ce tableau présente une sous-estimation de la situation. Juste pour vous donner un exemple, alors déjà, le gaz lacrymogène n'apparaît pas de manière continue, mais en plus, quand il est explicitement mentionné, on trouve, par exemple, pour 2016, qu'aucune grenade lacrymogène n'a été tirée. Oui, ça vous fait rire parce qu'effectivement, celles et ceux qui étaient là pendant la loi travail se rappellent peut-être d'un certain nombre de nuages de gaz et on pourrait multiplier les exemples. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une estimation très conservatrice. Donc, c'est vraiment le minimum du minimum, mais on voit quand même des choses qui sont intéressantes. Donc, même quand on prend des données qui sous-estiment la situation, on voit une évolution assez claire. Et d'ailleurs, toutes les armes, tous les types d'armes n'y sont pas non plus. Donc, on a une augmentation assez importante. Alors, si vous comparez 2009 à 2018, l'évolution est la plus frappante. C'est effectivement au moment des Gilets jaunes que plus de 33 000 tirs sont recensés par la police. En réalité, c'était sans doute plus. Alors, il ne faut pas oublier que 2018, c'est aussi la dite évacuation de Notre-Dame-des-Landes. Donc, on a ça sans doute aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que 2019, c'est toujours les gilets jaunes, c'est aussi les retraites. Ça descend, certes, mais on est quand même très loin des niveaux de la fin des années 2000. Et quand on regarde pour 2020, alors là, c'est un chiffre ajusté par rapport aux différents confinements. Eh bien, il se trouve qu'on reste quand même à un tableau très haut. Donc, en quelque sorte, il y a là des habitudes aussi qui se sont établies au sein de la police. Et c'est entre autres à partir de ces données-là que j'ai développé dans Gazer, Mutiler, Soumettre cette idée que, en réalité, c'est la disponibilité même des armes non létales qui conduit les policiers à tirer. En suggérant la non-dangerosité de ces armes, on donne en quelque sorte carte blanche aux policiers qui, eux, se sentent totalement déresponsabilisés. Il n'y a aucun coût à assumer. Et donc, ils tirent très, très généreusement. Et puis, évidemment, ces actes-là sont ensuite accompagnés par un discours qui nie la dangerosité ou qui met en cause la parole des personnes visées, des victimes. Mais toujours est-il que la tendance, elle est assez nette. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que, on constate des tendances très similaires dans d'autres pays.
avec tes collègues chercheurs, on a organisé un séminaire international en 2020 avec des personnes d'Afrique du Sud, du Chili, des États-Unis, du Pakistan. Et le constat, il était le même à peu près partout. Alors certes pas avec les mêmes temporalités, mais toujours est-il qu'ils font face exactement aux mêmes problèmes que nous en France. Donc on a en quelque sorte, avec la mondialisation des armes non létales, on a une mondialisation des violences policières par exactement ces mêmes armes. Et donc, il me semble que là, on a déjà insisté ce matin sur le processus mental. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un policier quand il vise quelqu'un? Donc, il y a des évolutions comme ça. Et une des évolutions, c'est aussi que en les équipant très massivement avec des armes, on leur transmet aussi le message que ces armes sont là pour être utilisées. Donc, donner une arme à quelqu'un, et d'autant plus quand elle est supposément non létale, ce n'est pas seulement transmettre un objet, c'est aussi transmettre un message relatif à l'utilisation de cet objet-là. Donc, on a une explosion du nombre de tirs et rien n'indique à date que ça va changer. Et même, j'ai oublié de mettre un autre tableau dans cette présentation-là. Mais quand on regarde, rien que pour la période de 2012 à 2017, les différents types d'armement de la police, on constate que l'augmentation des achats de nouvelles armes est la plus forte dans la catégorie des armes non létales, mis à part les fusils d'assaut. Mais donc, dans la catégorie des armes non létales, rien qu'entre 2012 et 2017, on a une augmentation de 75% du nombre de fusils qui permettent de projeter soit des grenades, soit des balles en caoutchouc. Donc, on a une dynamique qui est très, très nette, très, très claire. Et il me semble que pour, en quelque sorte, revenir à mon point de départ, donc l'objectif n'est pas d'assurer un maintien de l'ordre plus humain, plus éthique. Ce qui intéresse les gouvernements, c'est un maintien de l'ordre efficace. Et les armes non létales sont, à date, en quelque sorte, l'outil supposément le plus efficace à cet objet-là. Donc évidemment, tant que l'offensive du capital, dont j'ai parlé au début, continue, cette tendance-là que vous voyez ici sur le tableau va probablement continuer aussi. Ce qui peut-être, je conclus juste par une petite dernière phrase, ce qui conduit à effectivement interroger à nouveau cette question de la disponibilité des armes. Alors, on peut quand même trouver des arguments très très forts, et je pense que les trois interventions de ce matin en ont donné pour l'interdiction de ces armes-là. Et ça peut être effectivement un premier pas, parce que en quelque sorte, ça enlève tout de suite un moyen de force aux policiers. Mais derrière ça, il y a aussi le contexte socio-économique auquel il faut s'intéresser, et sans lequel probablement on trouvera, enfin, à défaut de changement des rapports socio-économiques, on aura toujours une classe dominante qui cherchera à recourir à des armes et qui n'hésitera pas à blesser et à mutiler, voire à tuer dans certaines situations. Merci. Merci Paul, merci Pierre et Yann. Donc on va passer à un débat avec la salle, avec le micro qui peut circuler. Pour compléter juste ce que tu disais, Paul, il y a aussi le nombre de morts en augmentation lors d'actions de la police, et ça coïncide parfaitement avec ce que tu disais, augmentation dans les années 2010. Donc c'est un argument qui vient en plus se rajouter sur cette question de non-létalité. Cette non-létalité s'accompagne de létalité en utilisant d'autres armes. Il y a aussi des statistiques là-dessus qui sont assez claires. Donc il y a peut-être des questions qui vont démarrer. Donc on est passé au flashball Super Pro, au LBD 40. Est-ce que donc vous nous avez montré les ogives, est-ce que vous pouvez nous expliquer les spécificités de l'un et l'autre, et pourquoi on est passé du flashball au LBD? Je peux vous faire une petite description un peu technique. Là, pour le coup, il faut prendre des notes parce qu'il y a des calculs mathématiques. Pour expliquer un petit peu. Alors, le flashball, qui est un peu la première du genre qui est arrivée,
vous voyez, c'est une balle ronde de 44 mm. Donc, le diamètre est légèrement inférieur au LBD qui viendra après, qui est lui de 40 mm. Donc, il y a 4 mm de différence. C'est une balle sphérique. Et en balistique, on sait que les balles sphériques, elles n'ont pas du tout ni le même impact que des munitions ogivales. Elles n'ont pas le même impact, elles n'ont pas non plus la même vitesse, elles n'ont pas la même précision et elles n'ont pas la même portée. Donc, en fait, c'est pour ça qu'elle a été critiquée. Le flashball, donc, c'est une balle de 28 grammes et qui part avec une puissance de 230 joules, ce qui correspond en fait à une vitesse de 468 km/h. Le LBD qui vient la remplacer, qui l'a remplacé, puisque le flashball est en train de disparaître définitivement, même s'il est toujours utilisé pour des missions d'ordre public et pas dans le maintien de l'ordre. On passe sur une balle de 60 grammes, donc c'est 95 grammes avec la douille, mais c'est la partie noire qui s'envole. Elle fait 60 grammes, donc c'est le double de cette balle-là. Donc on a une masse plus élevée. On a une force qui est légèrement inférieure, mais ça change pas grand-chose puisque la masse est plus élevée. Donc c'est une force de 180 joules plutôt que de 130, mais on a une balle qui part quand même à 324 km/h. Donc on est de toute façon au-dessus de 300 km/h. La grenade de désencerclement, donc là on a deux modèles, c'est-à-dire que le premier modèle c'était la GMD. La GMD. Alors on les appelle. Alors c'est un nom générique, c'est grenade à main de désencerclement. Ça s'appelle dispositif balistique de dispersion ou dispositif manuel de protection. Enfin voilà, ils ont des noms. Ça c'est la GENL, c'est la nouvelle, et celle-là c'est la DBD 95. DMP 95, DBD 95. Bon, voilà. Enfin, c'est deux modèles de grenades qui se sont succédés et qui, en fait, projettent 18 plots en caoutchouc. Donc, avec, là, pour le coup, des plots de 9 grammes, 10 grammes. Donc, c'est des plots, on les a là. C'est des plots de 10 grammes qui partent avec une puissance de 80 joules. Mais là encore, si on fait un calcul entre la masse et la puissance, on arrive sur une puissance beaucoup plus élevée que ces deux armes-là, puisque les plots ils partent à 472 km/h. Donc voilà. Et comme il y a un système d'explosion, effectivement, comme il y a un système explosif à l'intérieur, il y a de la poudre, enfin il y a un système de propulsion avec une mèche lente, etc. Elle projette aussi ce qui constitue l'ensemble de la grenade. Donc, parfois, le plot lui-même, le bouchon d'allumage est projeté lui-même avec ses parties métalliques. Donc la goupille en général n'est pas projetée avec, même si elle peut partir quand même à 3, 4, 5 mètres, elle peut quand même se retrouver dans l'œil d'un voisin si les gendarmes sont trop proches, si les flics sont trop proches. Mais il y a aussi les parties métalliques de l'amorce qui partent aussi avec et qui se retrouvent incrustées dans les chairs. Donc là, on a les trois armes. Ces trois armes-là, elles ont ces puissances, elles ont une vitesse de plus de 300 à 400 km/h. Après, je peux vite fait parler des deux autres moyens qu'on a très peu évoqués, mais qui existent en fait depuis les années 70. On nous a beaucoup menti pendant le mouvement des Gilets jaunes en disant elle a été instaurée en 2001, etc. Elle a déjà mutilé avant 2001. Elle existe depuis les années 70. Elle n'a pas réellement été utilisée. Les gendarmes utilisaient l'offensive qui a supposément tué Rémi Fraisse et utilisaient beaucoup moins celle-là. Elle a été beaucoup plus généralisée à partir des années 2000. Et en fait, elle comprend, 26 grammes de TNT et 4 grammes d'exocire, qui est un autre explosif, et de 10 grammes de gaz CS. La GLI-F4, pardon. Grenade lacrymogène instantanée. Voilà. Ce qui permet, on est à nouveau sur la bataille des mots, aux médias et à la police de dire un manifestant a été blessé par une grenade lacrymogène. Il s'agit en réalité d'une grenade explosive avec du TNT. D'autant plus qu'elles ont une apparence très très proche aux grenades lacrymogènes. Elles sont produites par le même fabricant. Elles sont produites par Alcetex. Bon, celle-là, c'est Nobel Sport, mais ouais, je l'agite pas trop parce qu'il y a plein de gaz dessus. On se pique le nez depuis tout à l'heure. Et en fait, elle a été remplacée à partir du moment où elle est devenue suffisamment scandaleuse. Donc, la mort de Rémi Fraisse n'était pas un motif suffisant, mais quand elle a été jugée suffisamment scandaleuse pendant le mouvement des Gilets jaunes, a été remplacée par la GM2L. Et alors là, c'est un artefact, c'est un artifice, puisque la GM2L, elle comprend 43 grammes d'exocire, donc il n'y a plus de TNT, mais 43 grammes d'exocire et 15 grammes de CS. Donc, on a 10 grammes pour l'autre, 15 grammes pour la nouvelle. Donc, on a plus de gaz lacrymogène. Mais aussi, on a plus d'explosifs et on nous a dit en fait qu'elle était moins puissante, alors que l'exocire, donc ça s'appelle le RDX part à une puissance d'explosion de 8750 mètres secondes, tandis que la grenade GLI-F4
a une puissance d'explosion, donc la TNT, de 6900 mètres secondes. Donc on est à 2000 mètres secondes de plus de force explosive sur la GM2L. Donc elle n'est pas moins dangereuse, elle est plus dangereuse. Et elle a arraché d'ailleurs des mains aussi. Voilà, c'est là-dessus que je voulais répondre. C'est important de souligner la stratégie médiatique et le cynisme des dirigeants. C'est-à-dire que, je reviens rapidement sur le flashball LBD, les premières mutilations au flashball ont eu lieu dans les années 2000 et il y a eu tout un discours, c'est parce que cette arme n'est pas assez précise, du coup les policiers sans faire exprès tirent dans la tête, etc., etc. Donc on va la remplacer par le LBD. LBD qui a été massivement utilisé ces dernières années avec les conséquences qu'on connaît parfaitement. Donc on utilise la prétendue imprécision, mauvaise qualité de l'arme pour la remplacer. Ici, on a la même stratégie, c'est-à-dire que la GLI a arraché une série de mains pendant le mouvement des Gilets jaunes, elle en avait arraché avant, elle avait aussi arraché des pieds à Saint-Nazaire, à Bure, etc. Et elle a tué une employée de l'usine dans la Sarthe, après signer. Et effectivement, les stocks arrivaient à épuisement pendant le mouvement des Gilets jaunes. Et à la fin du mouvement des Gilets jaunes, cette nouvelle grenade était déjà en expérimentation, mais à nouveau, cynisme absolu, communication mensongère absolue de Christophe Castaner a dit « Non, c'est vrai, elle est trop dangereuse, la GLI, on la retire. » Il a carrément dit « On la retire. » En réalité, celle-là était déjà en usage, et effectivement, il y a au moins 2 personnes qui ont perdu une main alors qu'elle vient d'être mise en circulation. À Paris, lors du mouvement sur la loi de sécurité globale, place de la République, en plein cœur de Paris, et il y a quasiment exactement 1 an, à Redon, lors d'une free party pour Steve. La police a quand même attaqué un hommage à Steve à coups de grenades explosives et a arraché une main. Donc pour vous voilà, ça c'est un exemple du cynisme et de la communication de crise permanente du gouvernement. Alors moi, j'ai une question sur le modèle de proportionnalité. Est-ce que vous connaissez le cadre international qui régit l'usage de la force? Et est-ce que vous connaissez d'autres modèles alternatifs à la proportionnalité qui pourraient être intéressants dans ce domaine-là? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer sur l'usage de la force en général? Alors, moi, j'ai pas suffisamment étudié les modèles internationaux parce que c'est très complexe, c'est très peu transparent, il y a très peu d'échanges sur les questions. Il y a des modèles connus, il y en a qui sont souvent mis en avant sur des modèles de maintien de l'ordre en Europe, et notamment on nous parle souvent de l'exemple allemand, qui, à mon sens, n'est pas un modèle en termes de proportionnalité. C'est juste pas les mêmes formes de la violence, en fait. C'est pas les mêmes formes. Ils sont passés beaucoup plus vite sur des modes de contrôle en amont des manifestations et sur un enserrage, ce qu'on appelle l'encagement et les NAS, des NAS mobiles, qui ici ont été jugées illégales, elles sont encore, du point de vue du droit, il y a encore des efforts à faire du point de vue des syndicats de police pour forcer le droit, donc elles sont pas légales, mais en Allemagne, elles sont légales depuis des années. En fait, la manifestation n'existe plus en Allemagne en réalité. Ça dépend aussi ce qu'on appelle une manifestation. Il y a aussi, on pourrait évaluer aussi la force subversive d'une manifestation, la puissance subversive d'une manifestation. Et en réalité, les manifs allemands ne sont plus subversives. Ce qui gêne en France, et ce qui gêne aussi du point de vue de l'éthique, le black bloc, tout ça, tous ces questionnements autour de l'usage de la violence par la population, ça pose ces questions-là. C'est le degré de subversivité d'une manifestation. Et en Allemagne, en fait, c'est des manifs encagés. Même les black blocs sont encagés, a priori. Et donc, il y a des négociations, il y a des négociateurs. Ils essayent de mettre ça en place depuis les Gilets jaunes. Ils ont mis en place des officiers de liaison, là, qui ont des brassards bleus, on dirait des mecs de Frontex. Ils arrivent et ils viennent dialoguer. Enfin, le problème, c'est dialoguer sur quoi, en fait. Voilà. Donc là, on pourrait dire qu'il y a c'est aussi toute la question relative à la moralisation du maintien de l'ordre, en fait. Le maintien de l'ordre, à notre sens, après c'est une posture militante radicale, elle n'est pas moralisable, en fait. Le maintien de l'ordre, la violence n'est pas moralisable. La violence légitime de l'État, le monopole de la violence possédée par l'État n'est pas moralisable. Et donc, on pourrait se perdre à essayer de comparer des modèles. Les Espagnols ont des armes sublétales aussi. On a vu à Hong Kong, on a vu au Liban, on a vu au Chili, on a vu en Colombie, on a vu aux États-Unis dans le cadre de Black Lives Matter. On a vu nombre de modèles. Ils ont tous des arsenaux plus ou moins différents, plus ou moins variables, mais il n'y a pas de modèle parfait. Et les modèles parfaits qu'on nous présente, c'est les modèles où la contestation n'existe pas. Chez Bachar el-Assad, par exemple, le maintien de l'ordre est assez efficace puisqu'il n'y a pas de manifestation. Ouais, je pensais au modèle Ontario, par exemple, ou au modèle, je ne sais pas si vous connaissez. Mais tu peux peut-être ouais.
Ouais, en fait, dans le cadre du maintien de l'ordre, il y a des cadres nationaux qui existent. Donc évidemment, en France, on a nos lois, notre manière de faire. Et la France est particulière parce qu'elle a tendance à légiférer a posteriori. C'est-à-dire que déjà, rien que sur les fichiers d'empreinte, par exemple, ou sur des trucs comme ça, il y a des pratiques policières qui existent et la loi arrive après coup. Et alors qu'il y a déjà des droits internationaux qui existent et des obligations internationales que la France ne respecte pas et qu'elle va se mettre à respecter a posteriori. On a un historique sur ça qui est particulier en France. Mais il y a un cadre international de l'usage de la force qui se base sur un modèle qui s'appelle Graves-Connor, qui est celui de la proportionnalité qui est pointé et qui entraîne en fait des formes de violence parce que proportionnalité c'est très subjectif et c'est difficile. Il y a un antécédent américain qui a été très très important où une personne qui ne présentait au fait aucune violence, mais où le policier s'estimait en danger, a agi de manière proportionnelle au danger qu'il pensait subir. Et donc, à partir du moment où la réaction est considérée comme proportionnelle au danger que le policier perçoit, il a le droit de le faire. Donc, ce cadre-là, il est aux États-Unis très marqué, et il s'est internationalisé, notamment par l'ONU, etc., qui met ce cadre. Et je me demandais s'il y avait d'autres possibilités, d'autres hypothèses. Moi, j'ai regardé un petit peu d'autres cadres. Le modèle Ontario est un modèle qui rend le policier responsable. Ce qui est important, c'est une responsabilité. C'est-à-dire que si un policier n'a aucune conséquence juridique sur son action lorsqu'il tire au LBD sur l'œil de quelqu'un, bah évidemment qu'il va le faire parce qu'il risque rien. Si par contre le moindre tir disproportionné, etc., peut lui entraîner des conséquences, il y a peut-être moyen de réduire ces violences. C'est une proposition que je vois. Et donc il y avait le modèle Ontario au Canada qui disait que l'usage de la force ne doit pas être proportionnel à la situation, mais dépend des caractéristiques de la situation. Le modèle Ontario, c'est un modèle d'observation. Donc si on est dans un... Mais là, ce modèle, je le conteste. Hein. Il parle du quartier, c'est-à-dire que si on est dans tel ou tel quartier, on a le droit d'utiliser telle ou telle arme. Hein. Donc vous voyez, faut réaliser les implications de ces modèles. Je ne vante pas ce modèle-là, mais je vous dis qu'il y a d'autres modèles qui existent, qui peuvent être pires. Et je me demandais si vous aviez connaissance d'autres types de modèles. J'ai l'impression qu'on étudie très peu ce genre de choses. J'ai regardé un petit peu, il y a un modèle que je trouve très intéressant qui est développé en Amérique latine, qui est le modèle Daniel Gomez-Tagle, qui lui veut vraiment donner une responsabilité aux officiers de police par rapport à leurs actes. Donc c'est quelque chose qui ne va plus parler d'un usage proportionné, mais d'un usage minimal de la force. Est-ce qu'il est possible de désarmer quelqu'un en lui parlant? Est-ce qu'il était nécessaire de faire ceci ou cela? Et si jamais l'usage de la force était disproportionné, là on peut rendre le policier responsable. L'autre point qu'il pointe, c'est que dans la proportion, on a tendance à mettre uniquement l'arme, c'est-à-dire d'un point de vue juridique, conséquence juridique. Est-ce qu'il y a une manif, il y a des gens violents dans la manif, c'est une phrase qu'ils mettent, c'est faux, mais ils le mettent, on a le droit de tirer au LBD. L'usage du LBD est justifié. Voilà comment il raisonne. Lui, ce qu'il propose, c'est la manière dont on utilise l'arme doit être prise en compte. Ce qui c'est jamais le cas pour l'instant. C'est-à-dire que si on tire au LBD en l'air, c'est pas pareil que si on vise un œil. C'est pas pareil que si on tire sur quelqu'un. Même une arme à feu tirée en l'air, certes, il y a une violence symbolique, mais elle est beaucoup moins violente que peut-être un coup de matraque qui va casser une. Ouais. Donc c'est l'idée derrière ça, c'est aussi dans le modèle Gomez-Tagle, ce qu'il cherche, c'est à maximiser non plus la proportionnalité et le droit de, mais il cherche à maximiser le droit de l'homme. Donc il centre tout sur les droits de l'homme, à la fois du policier qui a le droit d'être en sécurité, mais également du manifestant qui a le droit de manifester, mais également de la population qui n'est pas d'accord avec la manifestation parfois et qui veut circuler. Donc c'est les trois thématiques qui sont mises en place dans ce modèle, donc il est un peu compliqué. Si vous voulez regarder en détail comment il le fait, l'objectif de ce modèle est de pouvoir rendre responsables les policiers et de pouvoir les condamner lorsqu'il y a des problèmes. Écoute, merci beaucoup. Peut-être Gomez-Tagle. Il est intervenu dans un truc, si vous voulez, faut parler un peu espagnol, mais il y a une grosse enquête, El negocio de la represión, donc le commerce de la répression, qui est sorti avec El País en Amérique latine. Merci beaucoup pour ça. Il va falloir, on a 5 bonnes minutes pour d'autres questions, donc essayez, c'était très intéressant, mais essayez d'être assez concis dans vos interventions. Merci. Bonjour, moi j'aurais une question, ça a été un peu mon leitmotiv aujourd'hui. Pierre, tu parlais du fait que dès que Castagnère a dit que les grenades étaient nouvelle génération, etc., les gens savaient que c'était un mensonge. Pourquoi? Ou comment? Ou est-ce que ça a été fait? Pourquoi c'est pas remonté immédiatement? Pourquoi on le sait pas? Alors, est-ce qu'il faudrait... Ça tombe bien que tu parles de ça, parce qu'en plus, cette grenade-là, pour information, Darmanin donc, a sorti une circulaire il y a quelques mois interdisant formellement aux policiers de la jeter à la main,
pas pour protéger les manifestants, mais parce qu'elle est tellement dangereuse que les flics risquent de s'arracher la main avec, pour vous dire. Donc ils doivent la tirer au lanceur, c'est-à-dire au fusil pour la tirer à distance, sinon ils risquent de se blesser gravement avec. Alors, les mensonges du régime en place, il y en a tous les jours, toutes les semaines, là, ces derniers temps. Alors, cette affaire, elle a été remontée puisqu'il y a des collectifs compétents qui travaillent sur les armes de la police et qui ont tout de suite alerté. Après, là, tu poses la question donc d'une des pistes de résistance qu'on évoquera peut-être cet après-midi, c'est la nécessité absolue de médias indépendants, de réseaux puissants qui soient à même de concurrencer les médias dominants. Je vais pas partir dans une diatribe, mais bon, tout le monde sait ici que 90% des médias français sont possédés par une poignée de milliardaires qui oscillent entre le macronisme et le fascisme, hein, en gros. Donc, ils n'ont pas forcément intérêt à mettre en cause les armes de la police. Donc là, l'information, elle est sortie. Moi, je pense que le problème, c'est pas tant qu'on n'a pas les informations, puisqu'on les a aujourd'hui. On les a, elles sont produites. Il y a des gens qui savent, qui arrivent à faire sortir les infos. C'est qu'on croule d'une part sur l'abondance d'informations et qu'on n'arrive pas à faire entendre notre voix suffisamment dans ces moments-là. Et eux, ils gagnent une guerre d'opposition, juste très rapidement. C'est que souvent, quand il y a une violence d'État, il y a d'abord le mensonge, et ensuite, 6 mois après que la famille ou que la personne blessée ou que les proches d'une personne tuée se battent, ils arrivent un petit peu à faire entendre la vérité, mais c'est trop tard en fait. Le blast, entre guillemets, l'effet de souffle de la violence policière, elle est déjà passée. Donc, comment nous, on est capable, avec des réseaux suffisamment forts et des médias indépendants suffisamment puissants, de tout de suite avoir une voix qui soit aussi importante que celle des autorités? Bonjour. Alors moi, c'était pas pour une question, c'était pour apporter un complément par rapport à ce que disait monsieur sur le cadre légal, juste pour ajouter qu'il y avait eu un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en 2019, donc l'arrêt Chebab contre France. Et dans cet arrêt-là, on nous parle des principes de proportionnalité et de nécessité au regard de l'intime conviction du policier auteur de violence. Et donc, ce que l'arrêt nous dit, c'est qu'à partir du moment où le policier, sur l'instant T, estimait que l'usage de la force était nécessaire et proportionnel, en gros, ça légitime les actes de violence. Donc voilà, c'était juste pour apporter ce complément. C'est pas de la jurisprudence hyper favorable. Tu peux redire le nom de l'arrêt? Chebab. C-H-E-B-A-B. Oui, bonjour. Merci pour vos interventions. Donc moi, je souhaiterais revenir sur le tableau part des salaires dans la valeur ajoutée. Je voudrais savoir à partir de quel taux les classes dominantes seraient rassurées. Voilà, ça c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez des comparaisons qui justifieraient donc votre hypothèse? Merci. Alors, difficile à dire à quel taux il serait rassuré, probablement au taux 100. Et la consommation, elle viendrait des pays étrangers. Comme ça, la consommation, bon, bah, c'est chez les classes dominantes des pays d'à côté que c'est embêtant, mais en France, voilà, ils auraient 100%. J'imagine que ce sera l'idéal. Sauf que, évidemment, c'est pas tenable socialement. Donc, non, mais tout ça pour dire que c'est en quelque sorte un bras de fer qui ne connaît pas d'issue définitive parce que les luttes sont dans un sens et dans un autre, mais toujours est-il que le capital vise évidemment à augmenter sa part. Et ensuite, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la deuxième question une comparaison de quel type? Oui. Ok. Oui, mais vous mettez le doigt sur une question qui est très importante et qui entoure la question des violences policières dans tous les pays, à savoir le problème de la documentation. La police, quand elle produit des données sur son activité, il s'agit de données très, très incomplètes, très, très biaisées. Et typiquement sur le recours aux armes, eh ben je ne connais pas à date d'autres pays qui fournissent des données à part la France.
Donc on a des données partielles, on a la société civile qui réunit des données, mais étant donné que c'est quand même un travail assez lourd, qu'on peut avoir des collectifs militants qui pendant un certain temps récoltent des données, mais à un moment forcément ils s'épuisent et donc on peut difficilement faire des comparaisons dans le temps un peu plus long. Donc on a là un vrai problème méthodologique. Néanmoins, mais là c'est vrai que c'est pas attesté dans d'autres pays, mais typiquement il y a dans notre séminaire il y avait un type qui était rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, un juge et professeur de droit en Afrique du Sud, qui effectivement, à travers son travail à l'ONU, à travers ses observations en Afrique du Sud, me disait mon impression c'est qu'il se passe exactement la même chose ici. Et c'est des impressions de ce type que j'ai pu réunir dans plein d'autres pays, mais ces autres pays s'intéressent précisément aux données françaises parce qu'elles leur permettent en quelque sorte de rendre tangible une tendance qui pourrait aussi être à l'œuvre chez eux, mais on n'en a pas la certitude. Donc le problème de la documentation, il est bien réel. Et peut-être juste un petit mot sur aussi les recommandations de l'ONU sur la proportionnalité, sur la nécessité. Effectivement, ça pose ensuite la question de qui apprécie ces éléments-là. Généralement, c'est la police. Et quand c'est la police, il faut que nous, on s'interroge sur comment la violence est gérée par l'institution. Et ça, c'est des questions que je me suis posées pour le livre qui est à paraître. Mais il paraît assez clairement, et on a des données scientifiques assez costauds là-dessus, que l'institution policière encourage ses agents à agir par la violence et donc à totalement normaliser la violence. Et partant de là, si on a une institution qui produit de la violence, il faudrait peut-être s'intéresser à l'institution en tant que telle, et pas seulement à la doctrine. Merci beaucoup. Bon, on va s'arrêter. On va faire une petite pause très courte parce le programme continue cette matinée. Donc, merci encore aux intervenants. C'était super. Et vous pourrez débattre avec eux à la pause déjeuner.